Bonjour. Jusqu'à présent, ce que l'on a vu, c'est l'analyse descriptive concernant une série statistique à une seule variable. Et on a essayé de résumer cette série par le biais d'un certain nombre d'indicateurs qu'on a vus au cours des vidéos précédentes. Mais dans cette vidéo, on va essayer d'aborder un autre chapitre de la statistique descriptive qui essaye de relever et d'analyser les relations qui peuvent exister entre deux variables statistiques prises conjointement. Mais avant de passer à la présentation des outils nécessaires à l'analyse statistique de deux variables, essayons brièvement de répondre d'abord à une question qui concerne l'objet d'étudier, la relation entre deux variables, et aussi sur la nature des données qu'on va utiliser et également sur le type de variable qu'on va prendre en compte. Donc, introduction, 3 points qu'on va essayer d'aborder. D'abord, l'objet de l'analyse statistique de deux variables. Deuxième point, la nature des données statistiques utilisées. Et enfin, s'interroger sur le type de variable en question. Donc, pour le premier point, l'objet, pourquoi on recourt à l'étude de deux variables statistiques d'une conjointe? C'est en fait pour essayer de répondre à la question suivante, soit deux variables statistiques quelconques, x et y. L'objet de c'est d'étudier l'existence d'une relation de dépendance entre x et y. C'est ça l'objet. Par exemple, existe-t-il des relations de cause à effet entre, par exemple, les dépenses de consommation du ménage et le revenu, la durée de préparation à un examen et la note obtenue, entre l'accès à un emploi de cadre et la compétence, entre la durée de sommeil et le niveau d'appétit. Ou bien, autre exemple, entre deux variables qualitatives, la couleur des cheveux de la mère et celle de sa fille aînée, de son enfant aîné. Voilà un peu le genre d'exemples, de relations qu'on peut étudier statistiquement entre deux variables. Vous voyez bien que les variables peuvent être toutes les deux quantitatives, comme elles peuvent être aussi toutes les deux qualitatives, ou bien une est qualitative et l'autre est quantitative. Mais dans le cadre de cette présentation, on s'intéressera à l'analyse, à l'étude de relations entre deux variables quantitatives, ou par ce que l'on appelle l'étude de corrélation. Les relations entre les deux autres types de variables dépassent le cadre de la statistique descriptive. Le deuxième point de cette introduction, c'est la nature des données
statistiques utilisées. C'est-à-dire, soit on va utiliser ou bien de données présentées sous la forme d'un tableau de ce qu'on appelle de contingence. Donc, pour les données à l'état brut, ce que j'appelle état brut, c'est-à-dire on prend toutes les données pour toutes les unités statistiques. Chaque unité statistique, par exemple, au niveau de deux variables, on prend ces valeurs. Par exemple, si on a n unités statistiques, on va prendre n couples des deux variables. C'est-à-dire, on va prendre la série suivante, émanant d'un masque de saisie ou d'un jeu de données quelconque, donc soit deux variables quantitatives, x et y. Et la population enquêtée est de taille n, petit n. Donc, la série statistique étudiée sera x1, y1, c'est-à-dire pour chaque unité statistique, on a deux valeurs. L'une concerne la première variable, à savoir x, et la seconde, le second élément du couple, concerne la variable y. Donc pour l'unité 1, on a le couple x1, y1. Pour l'unité statistique 2, on a le couple x2, y2. Pour l'unité statistique petit i, on a le couple xi, yi, jusqu'à la dernière unité statistique enquêtée, on a xn, yn. Donc x1, x2, y2 pour l'unité 2, x3, y3 pour l'unité enquêtée, la troisième, xi, yi pour l'unité i, jusqu'à la dernière unité statistique, xn, yn. Et bien sûr, on peut trouver des couples qui sont identiques, c'est-à-dire que xi soit égal à xj et yi est égal à yj. Voilà un peu la série statistique, ce que j'entends par série statistique à l'état brut, et qui vont donner lieu à une exploitation différente au niveau des coefficients qu'on va utiliser dans le cadre de cette étude par rapport à les données sous forme de tableau de contingence. Mais en fin de compte, on va aboutir au même résultat. Quand on utilise les données à l'état brut ou bien qu'on utilise les données émanant d'un tableau de contingence. Quant au tableau de contingence, on va essayer de le présenter dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va passer au troisième point de cette introduction, à savoir le type de variable. Troisième point de variable, objet de l'étude. Objet de l'étude de la relation, de la recherche d'une relation statistique. Bien sûr, à chaque fois, avant de commencer à étudier la relation entre deux variables d'une étude, il faut d'abord se poser la question, s'agit-il de deux variables quantitatives, ou bien une est quantitative et l'autre qualitative, ou bien les deux variables sont qualitatives. Et chacune de ces trois combinaisons va suggérer un type d'exploitation différent. Ainsi, si le premier cas, les deux variables x et y sont quantitatives. Donc on fera une analyse par le biais de analyse de corrélation. Cas 2, une variable est quantitative et une autre, et la seconde est catégorielle ou qualitative. Ça, c'est les analyses, ce qu'on appelle analyse par groupe ou
ce qu'on appelle l'analyse de la variance qu'on verra dans une prochaine vidéo à nouveau. Le cas 3, les deux variables sont qualitatives, analyse de la relation entre les deux variables par le biais, par exemple, ce qu'on appelle le test du KID, qu'on verra également dans une prochaine vidéo. Du KI2. Mais dans cette présentation, bien sûr, on va se limiter au cas où les deux variables sont plutôt quantitatives, et donc on va essayer d'analyser et de présenter les outils qui permettent de relever la qualité de la relation entre les deux variables quantitatives, c'est-à-dire ce cas-là. Les deux autres cas feront l'objet d'une présentation au cours d'une prochaine vidéo. Après cette introduction, on va maintenant passer à la partie concernant la recherche d'un lien éventuel entre deux variables quantitatives et comment on procède pour faire cette recherche. On va intituler cette partie étape ou phase de la recherche d'un lien ou d'une liaison entre deux variables quantitatives, x et y. Cette recherche d'un lien éventuel entre deux variables quantitatives passe par deux approches différentes mais complémentaires l'une de l'autre. D'abord, une approche, disons, graphique, c'est-à-dire d'abord on fait un nuage de points dans un plan orthogonal, nuage de points, et nuage de points et droite de régression. On va détailler tout ça après. Droite de régression. La seconde approche, c'est plutôt indice statistique. Approche par le biais de ce qu'on appelle les deux coefficients, qu'on va présenter bien sûr après, à savoir le coefficient de détermination et le coefficient de corrélation. Donc on va détailler ces deux approches, on va les expliquer plus en détail dans ce qui suit. Donc, commençons par présenter le nuage de points. Nuage de points. En fait, on a une série double, x et y, soit la série x1, y1, x2, y2, etc., jusqu'à la dernière unité observée. Pour la construction du nuage de points, ce que l'on fait, c'est on prend déjà un plan orthogonal x et y à deux dimensions et on place en abscisse la variable x et en ordonnée la variable y. Donc, pour les points, donc on procède ainsi. Donc, soit un plan orthogonal x et y, d'abscisse x et ici y. Donc, par exemple, le point x1, y1, c'est ici. x2, y2, par exemple, il est là. x3, y3, il est là, etc., etc. Et on forme ce qu'on appelle un nuage de points en plaçant les différentes couples de la série double. J'ai oublié de mentionner qu'on appelle la variable x variable explicative et y la variable expliquée ou également appelée dépendante.
On va essayer de prendre un exemple que j'ai préparé au niveau d'Excel. Cet exemple concerne une classe d'une école de 30 élèves. Euh, les variables utilisées sont la taille de l'élève et son poids. La taille, ça sera la variable euh, explicative, c'est-à-dire x, et le poids, ça sera la variable expliquée. Donc, j'ai déjà préparé et le tableau des données et le graphique nuage de points, comme vous allez le voir maintenant. Donc, on a à notre gauche le tableau où sont inscrits pour chaque élève sa taille en centimètres et son poids en kilogrammes. Et à votre droite, vous avez le nuage de points. Donc, par exemple, pour chaque unité, pour chaque élève, on a un couple de données, à savoir en abscisse la taille et en ordonnée le poids. Par exemple, pour cet élève hein, qui, qui a un poids de 50 kg et une taille de 1,60 m ou bien 160 cm, on peut le situer au niveau du graphique. Donc, pour une taille de 160 cm, c'est ici. Et pour un poids de 50, c'est là. Donc, on l'a placé à ce niveau. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour l'ensemble de 30 élèves où l'on a situé en abscisse leur taille et en ordonnée leur poids, ce qui a donné ce nuage de points constitué de 30 points. Voilà un peu comment on construit un nuage de points. Donc, je rappelle qu'ici, par exemple, la taille, c'est la variable explicative et le poids, c'est la variable qui est expliquée. On essaye de voir, par le biais de ce graphique, ce nuage de points, s'il y a un lien entre la taille et le poids. Et comme vous pouvez le voir, on voit déjà que, effectivement, il y a, au fur et à mesure que la taille augmente, on voit qu'il y a une augmentation également du poids, ce qui n'est pas une surprise, mais ça reste un exemple. Maintenant qu'on a vu comment on construit un nuage de points, essayons de voir à travers quelques schémas les différents nuages de points qui peuvent suggérer qu'il y a une relation, un lien entre deux variables x et y. On va présenter trois exemples de formes de nuages de points qui vont nous suggérer une certaine liaison entre les deux variables x et y. Premier schéma, premier cas, le schéma qu'on va faire. Variable x, variable explicative, variable y, variable dépendante en ordonnée. Donc on a un certain nombre de points. Ce nuage de points nous laisse supposer, par exemple, qu'il peut être approché par une fonction, par une droite linéaire. Et donc, on aura y est égal à x plus b. Donc ça, c'est la première fonction qui peut venir à l'esprit en voyant cette forme de nuage de points. Un deuxième cas, ce nuage de points peut approcher ce nuage de points par une courbe qui a la forme qui approche un peu à une fonction log népérien. Troisième cas, K3, troisième cas, notre forme de nuage de points. Ce nuage, il propose plutôt une forme de fonction y, par exemple, 1 sur x. D'accord? Il y a également le cas extrême, c'est-à-dire qu'un nuage ne propose aucune relation entre les deux variables. X, Y. Alors cette forme de nuage de points, par exemple, d'accord, comme si il s'agissait d'une courbe
d'une droite constante, y égale à alpha. D'accord? Donc, on voit dans ce cas qu'il n'y a pas de relation, de liaison entre les deux variables x et y. Donc, on peut mettre ici absence de lien entre x et y. Ce que l'on a présenté ici, ce ne sont que des exemples. On peut trouver d'autres formes de fonctions telles que les fonctions exponentielles ou bien les fonctions polynomiales, comme on peut déduire à partir d'un nuage de points qu'il n'existe pas de liaison entre les deux variables. Donc on voit l'intérêt de faire un nuage de points au départ quand on veut étudier s'il y a un lien entre deux variables quantitatives. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est dans ce qui va suivre, on va se limiter ou bien de l'ajustement d'un nuage de points par le biais d'une droite linéaire, y est égal à x plus b. Mais avant de passer à la présentation de la régression linéaire, on doit d'abord présenter une statistique qu'on va utiliser dans l'estimation des paramètres, à savoir la covariance. Donc, B, la covariance. Définissons la covariance, donc soit deux variables quantitatives, x et y, et donc on a la série double suivante pour n observations, x1, y1, xi, yi, jusqu'à xn, yn. Donc chaque unité d'observation a deux valeurs, une pour la variable x et une deuxième pour la variable y. La covariance elle est définie ainsi par le rapport suivant qu'on note cov de x, y égale 1 sur n sigma de i variant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire le nombre de couples, le nombre d'observations, par les écarts par rapport chacun à sa moyenne, xi moins x bar, yi moins y bar. Ainsi est définie la covariance. On voit que il s'agit d'une moyenne arithmétique. Donc, covariance, c'est une moyenne arithmétique des produits, des différences par rapport à leur moyenne. Voilà. C'est une moyenne arithmétique du produit des différences. D'accord? Par exemple, si on prend pour une unité, la différence pour la variable xi, pour la variable x, c'est xi par exemple pour une unité statistique. Et la seconde différence, c'est yi, toujours pour la même unité statistique, pour la même observation. Et donc, on a le produit. Produit pour une seule unité, c'est quoi? C'est xi moins x bar, yi moins y bar. Après, on fait la somme pour i variant de 1 jusqu'à n. Après, on fait la somme, on fait la moyenne arithmétique de tous ces produits. Du moment qu'on a n unités, donc on a n produits. Bon, maintenant, essayons d'interpréter la covariance. Quand est-ce qu'elle est positive? Quand est-ce qu'elle est négative? Quand est-ce qu'elle est proche de zéro? Essayons d'interpréter, mais graphiquement, le résultat des calculs d'une covariance quelconque. Plaçons-nous donc devant un graphique orthogonal où la variable x est la variable x est la variable explicative et la variable y est la variable dépendante, c'est-à-dire que x se situe au niveau des axes des abscisses et y au niveau de l'axe des ordonnées.
on va placer, on place par exemple au niveau de l'axe des x, le point où se situe la moyenne de x bar, également ici où se situe la moyenne des y bar. On va établir 4 zones pour essayer d'interpréter le résultat d'une covariance quelconque. On va essayer d'établir 4 zones. Ça, le premier cadran, c'est la zone 1. Deuxième cadran, zone 2, 3 et 4. Donc on a 4 situations qu'on va essayer, à partir desquelles on va essayer d'interpréter le coefficient de variation. Maintenant, on va supposer un point qui se situe au niveau de la zone 1. Donc, au niveau de ce point, on a x1, xi, par exemple. On voit que xi ici est supérieur à x bar. C'est-à-dire que la différence, elle est positive. Et également, à ce niveau, yi est supérieur et positif. La différence, les deux différences sont positives, donc le produit de xi moins x bar, yi moins y bar, il est également positif. Maintenant, on va prendre un point au niveau de la zone 3, ici. D'accord? Voilà, on a un autre point quelconque qu'on va noter. xi également. On peut mettre xj, n'importe l'indice est quelconque. Donc xi moins x bar. Pardon. C'est pas ici. Pour ce point-là, on a xi qui est inférieur à x bar, donc il est négatif. Et yi, donc pour ce point-là, et yi moins y bar, il est négatif. Donc le produit, xi moins x bar, yi moins y bar est positif. D'accord? Alors pour la zone 2, on a un point qui est ici par exemple. On va changer de couleur. Regardez les coordonnées comment elles sont. C'est ici. Donc ici, xi est supérieur à x bar. Si elle se trouve ici, donc xi moins x bar, elle est positive. Par contre, yi, si elle est là, moins y bar est négatif. Donc le produit xi moins x bar, yi moins y bar est négatif. Idem si on met le point ici. On a xi moins x bar qui est inférieur à 0 et yi moins y bar qui est positif parce que yi ici, elle est supérieure à x bar. Donc, au niveau de ce point, on va noter les points comme ça. C'est ça les points. Donc, le produit ici, il est le produit ici, xi moins x bar, yi moins y bar, il est négatif. Maintenant, essayons de voir, à partir de ce zonage, de ces 4 zones qu'on a établies, quel sera le signe de la covariance qui est la somme des produits des xi moins x bar, yi moins y bar. Pour cela, on va essayer au niveau de 3 cas de la situation d'un nuage de points quelconque à l'intérieur de ce zonage. Je vais préparer les 3 schémas et je reviens vers vous. Voilà un peu les 3 cas que l'on va exposer. Le premier cas, supposons que la plus grande proportion de points se trouve située au niveau de la zone 1 et la zone 3, c'est-à-dire où le produit des deux écarts par rapport à la moyenne est positif. Voilà, on va essayer de
de faire ça selon les couleurs qu'on a retenues au départ. Par exemple, ici on a des points, du nuage de points. Également ici, on a beaucoup de points, ainsi de suite. Bien sûr qu'on a des points également qui sortent de deux zones. Ici, par exemple, on a quelques points, mais qui ne sont pas en proportion importante. D'accord? Donc, au niveau de ce premier cas, on voit que la somme, ce K1, que la somme des xi moins x bar, yi moins y bar est supérieure à 0. C'est-à-dire la covariance, si on divise ça par n, c'est la covariance. Et donc, pour ce premier cas, on voit que la covariance est positive. D'accord? Donc, dans ce cas, cov de x, y est supérieur à 0. Pour le deuxième cas, supposons l'inverse, c'est-à-dire que la proportion des points qui se situent au niveau des zones 1 et 3 est plus faible. Par contre, au niveau de la zone 2 et 4, la proportion est plus importante. Voilà, ici c'est les points. Et la proportion des points dans la zone 1 et 2, 1 et 3 pardon, sont plus ou moins réduits. La proportion est plus faible au niveau de la zone 1 et 3. Et donc on voit que pour ce cas, le cas 2, la somme des xi moins x bar, yi moins y bar est négative pour i variant bien sûr de 1 jusqu'à 1. Donc la covariance qui ne fait que diviser cette somme de produits par n est négative. Le troisième cas, là on ne peut pas trancher et donc ça sera les observations, les couples d'observations sont distribués d'une manière proportionnellement, enfin d'une manière égale plus ou moins, au niveau des 4 zones. Par exemple, on trouve ces points-là au niveau du troisième cas, par exemple, les points sont situés d'une manière quelconque au niveau des 4 zones. Et les points au niveau de ces 4 zones sont distribués plus ou moins en proportion égale au niveau des 4 zones. Et donc, la covariance sera ainsi, la somme des xi moins y bar va tendre vers 0. Donc, le cas 3, on ne dira pas qu'elle est nulle, mais qu'elle va être de plus en plus petite, va tendre vers 0. Et donc, la covariance également se rapproche de y, va tendre vers 0. Ainsi, on voit que pour ces trois cas, il résume bien un peu le rôle de la covariance. C'est-à-dire, si la covariance elle est positive, cela indique une relation croissante entre x et y. Donc ici, relation croissante entre x et y. C'est-à-dire, si x augmente, cela implique que y augmente. Par contre, ici, c'est une relation décroissante, c'est-à-dire si x augmente, alors y diminue. Par contre, et pour le troisième cas, on peut conclure à une absence de lien entre x et y. Voilà un peu comment on peut interpréter le résultat, le calcul d'une covariance. Maintenant, essayons de passer à des propriétés de la covariance. Donc, pour résumer, la covariance, elle est utilisée dans le cadre de l'étude d'une analyse de la relation entre deux variables quantitatives que pour donner le sens de variation entre ces deux variables, c'est-à-dire si la variation elle est positive ou bien négative, mais elle ne donne en aucun cas l'intensité de cette relation. Est-ce que les deux variables sont effectivement liées ou non? L'intensité de la liaison sera donnée par d'autres indicateurs qu'on va voir après. Maintenant, essayons de répertorier un certain nombre de remarques que l'on peut faire à propos de la covariance. Donc, on va noter remarque. Donc, première remarque, la covariance
comme je viens de le dire il y a un instant, la covariance donne le sens de variation de y par rapport à x. C'est-à-dire voir si quand x augmente, est-ce que y va augmenter ou bien va diminuer. Deuxième observation, en série double, c'est-à-dire comme on a vu en série brute, la covariance entre x et y est égale à 1 sur n sigma de xi moins x bar yi moins y bar pour i variant de 1 jusqu'à n. Alors, données qui sont présentées sous forme de table de contingence, cette présentation sous forme de tableau de contingence, on le verra dans une vidéo ultérieure, mais cela ne change en aucun cas les calculs et résultats de la covariance calculés à la base à partir d'une série double. On va donner à toute fin utile maintenant la formule de la covariance calculée à partir de données d'un tableau de contingence, mais qu'on essaiera de détailler un peu plus au niveau comme je l'ai dit, d'une prochaine vidéo. Notre covariance entre deux variables x et y, 1 sur n, c'est toujours une moyenne arithmétique de toutes les observations, sauf qu'ici on va utiliser les modalités de chacune de ces variables. Par exemple, pour la variable x, on a p modalité ou p catégorie, et pour la variable y, on a k catégorie ou k modalité, de 1 jusqu'à petit q. Donc voilà, il y a une pondération NIJ, x, i, j moins x bar, y, i, j moins y bar, avec n est égal à la somme n et j pour i variant de 1 jusqu'à p et j variant de 1 jusqu'à q. Mais on essaiera de voir un peu plus en détail la formule de cette covariance ultérieurement. Troisième remarque, c'est on peut calculer la covariance d'une autre manière. Donc, comme on a cov de x, y est égal à 1 sur n, sigma dxi moins x bar, yi moins y bar, c'est égal sigma dxi, le produit sur n, moins le produit des moyennes. En effet, on le montre simplement, un cov de x, y est égal à 1 sur n sigma pour i variant de 1, xi moins x bar, yi moins y bar est égal à 1 sur n sigma. On fait le produit et on sort les sommations. On sépare les sommations, donc sigma dxi, puis après on a moins 1 sur n y bar sigma dxi moins 1 sur n x bar sigma dyi, bon 1 jusqu'à n, plus x bar y bar 1 sur n sigma pour i variant de 1 jusqu'à n. Ça c'est égal à n, hein. On se rappelle ça égal à n. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste sigma dxi yi divisé par n moins, bon ça c'est x bar y bar et ça c'est y bar, donc il nous reste moins x bar y bar. Donc on voit bien que la covariance de x, y, on peut la calculer de deux manières et on obtient bien sûr le même résultat. Quatrième observation, la quatrième remarque concerne les transformations linéaires des deux variables x et y. Donc transformation linéaire de x et y et son effet de cette transformation linéaire sur la covariance. Donc, on va poser deux transformations linéaires quelconques de x et y, soit x' égale a fois x plus b et y' c fois y plus d. Donc avec a, b, c, d, des réels quelconques. Réels
quelconque. Quel est son effet? Quel est l'effet de cette transformation linéaire sur la covariance de base? Donc, on va calculer la covariance. Donc, déjà, on note que sur x prime bar est égal à 1 sur n sigma dxi prime pour i variant de 1 jusqu'à n égale 1 sur n sigma daxi plus b pour i variant de 1 jusqu'à n est égal à 1 sur n, a c'est une constante, on la sort, plus 1 sur n, b c'est une constante, sigma de i variant de 1 jusqu'à n. Et ça, cela donne que x bar prime c'est égal à x bar plus b. Et la même chose pour la moyenne y prime est égale à c y plus d. On fait le même calcul, c'est la même chose. Donc, calculons maintenant la covariance de x' et y'. On note que x', y' est égal à 1 sur n sigma dxi' moins x bar prime, y' moins y', i moins y bar prime. Pour i variant de 1 jusqu'à n, cela donne, on remplace les x' par leur valeur sous forme de x, c'est ax' i plus b moins ax bar moins b, c y prime, pardon, c y plus d moins c y bar moins d. Donc ça, on enlève. Il nous reste 1 sur n sigma dA que multiplie x. Pardon, non, une petite erreur, je corrige xi moins x bar, mais également c en facteur. Donc a et c, ce sont des constantes. On les met en facteur. Cov de y' est égal à a fois c cov de x, y. Donc on voit qu'une transformation linéaire des variables x et y entraîne un effet sur la covariance. Cet effet, bien sûr, cet effet, par exemple, si on ne fait qu'ajouter des constantes, par exemple, ici, on a vu que l'effet des constantes b et d n'intervient pas. Donc, il n'y a pas un changement au niveau de la covariance. Par contre, si on multiplie chacune des deux variables, x et y, par un facteur, a ou c, bien sûr, la covariance va changer. Maintenant, on passe à une cinquième observation, à savoir le problème de l'unité au niveau de la covariance. Unité de la covariance. Le problème, il se pose quand on a deux variables, chacune est exprimée sous forme d'une unité différente de l'autre. Par exemple, au niveau de notre premier exemple, le poids est exprimé en kilos, c'était la variable y, et la taille, c'était exprimé en centimètres. Donc, le calcul de la covariance, déjà, à premier niveau, il induit un problème d'interprétation du résultat de la covariance. Par exemple, au niveau de notre exemple, on avait trouvé centimètres et kilogrammes. Donc, le résultat, en principe, ça devrait être un nombre exprimé en centimètres et en kilos. Vous voyez un peu la difficulté pour interpréter ce résultat. Donc, la plupart du temps, quand on affiche le résultat de la covariance, on l'affiche sans unité, mais ça reste un ordre de grandeur qui évalue plutôt le sens de variation des deux variables. Également, un second problème, si on change une unité pour une des deux variables, effectivement, le niveau de la covariance va changer. Par exemple, au niveau de l'exemple, on avait x, c'est la taille en centimètres, et y, le poids en kilos. Si on pose x', la taille, plutôt au lieu de centimètres, je pose la taille en mètres. Ça veut dire que je fais une petite transformation linéaire, plus ou moins égale de x' égale 1 sur 100 de x. Et donc, notre covariance, et c'est lié à la transformation, à l'observation 4, transformation linéaire, la covariance de x', y va être égale, en appliquant la formule du point 4, est égale à 1 sur 100 fois la covariance de x, y. Donc on voit le problème de l'unité.
D'une part, il est difficilement interprétable parce qu'il combine deux unités différentes. Et le deuxième élément, si on change l'unité pour une seule variable, il y a un effet sur le niveau de la covariance. Maintenant, on va essayer de calculer la covariance pour l'exemple qu'on a exposé tout à l'heure, à savoir les 30 élèves, le poids et la taille des 30 élèves, et on va calculer la covariance. Exemple d'application, les 30 élèves, X taille en centimètres et Y c'est le poids des élèves en kilogrammes. Au niveau, je donne les calculs, nous faut d'abord calculer la moyenne. On a 1 sur 30, sigma des xi pour i variant de 1 jusqu'à 30 est égal à 4856 divisé par 30, cela donne une moyenne de 161 cm,87. Pour y bar, on a une moyenne de 1 sur 30, sigma des yi pour i variant de 1 jusqu'à 30 est égal à 1628 divisé par 30. Cela donne un poids moyen de 54,27 kg. Et les sigma, on a besoin également pour la covariance, on va utiliser la formule de la covariance qu'on a vue il y a un instant. Donc les sigma des sigma xi, yi pour i variant de 1 jusqu'à 30 divisé par 30 est égal à 1 sur 30, 264, 435. Et donc, la variance de x, y est égale à 1 sur 30, 2, 6, 4, 4, 3, 5, moins le produit des deux moyennes, 161,87 que je multiplie par 54,27 et cela donne au final une covariance de x, y est égale à 29,82. Bon, vous pouvez trouver des résultats différents parce que bon, moi j'opère avec des arrondis, donc peut-être que. Mais la covariance va tourner autour de 30. Hein. Vous voyez que j'essaie d'éviter de mentionner l'unité parce que bon, elle est difficilement interprétable à ce niveau parce qu'en fait l'unité c'est des kilos et des centimètres. Deuxième chose que je dois souligner ici, c'est que bon, on voit que la covariance elle est positive et donc ça, ça implique que lorsque la taille qui est la variable explicative augmente, le poids augmente. C'est sans surprise, mais ça reste un exemple d'application. Deuxième observation, par exemple, si on transforme, comme tout à l'heure, on transforme la variable taille de centimètre, on la passe en une taille en mètres, vous voyez que par exemple ici, le calcul de x', y, hein, qu'on avait fait tout à l'heure, donc ça donne 1 sur 100 fois 29,82. Et donc ça, une covariance égale à 0,30 à peu près. Donc, vous voyez un peu l'effet du changement d'unité et son impact sur le niveau de la covariance. Et comme ça, la covariance, son niveau de grandeur au niveau de la relation entre deux variables ne veut rien dire. Hein. On ne peut pas dire que du moment que la covariance est très élevée, la relation est très forte entre les deux variables. Par contre, ce que l'on peut dire concernant le résultat de la covariance, c'est le signe. Si elle est positive, ça veut dire qu'il y a une relation croissante entre les deux variables. S'il est négatif, c'est une relation décroissante. Par contre, pour l'intensité de cette relation, on a besoin de recourir à d'autres indicateurs qu'on va voir après, à savoir le coefficient de détermination et le coefficient de corrélation. Et donc, sur ces conclusions, je termine la première partie de ce chapitre concernant l'analyse conjointe des deux variables quantitatives. Dans un futur enregistrement, on essaiera de présenter la méthode d'ajustement d'un nuage de points par le biais d'une fonction linéaire, à savoir d'une droite d'équation y est égal à x plus p. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.